Ray Bradbury, La fusée, in Celui qui attend, Librio. La fusée est extraite de L'Homme illustré, publié en 1954 en France aux éditions de Noël, traduit par C. Andronikov. La fusée. Souvent, la nuit, Fiorello Bodoni se réveillait et écoutait les fusées passer en soupirant dans le ciel. Il se levait, certain que sa bonne épouse était plongée dans ses rêves, et il sortait sur la pointe des pieds sous les étoiles. Pour quelques instants, il se délivrait ainsi des odeurs rances de cuisine qui imprégnaient sa petite maison au bord de la rivière. Et durant ces instants de silence, il laissait son cœur s'élancer dans l'espace à la suite des fusées. Cette nuit-là, il se tenait dévêtu dans l'obscurité et il observait les fontaines de feu qui chuchotaient dans le firmament, les fusées emportées sur leur violente trajectoire vers Mars, Saturne ou Vénus. Eh bien, Bodoni. Bodoni sursauta. Assis sur une caisse près de la rivière tranquille, un vieil homme regardait lui aussi les fusées dans l'air calme. Ah, c'est vous, Bramante. Est-ce que tu sors tous les soirs, Bodoni? Oh, pour prendre un peu l'air? Ah oui? Moi, je préfère regarder les fusées. J'étais enfant quand elles ont commencé à voler, il y a de ça 80 ans, et je ne suis jamais monté dedans. Un jour, moi, je monterai dedans. Tu es fou, s'écria Bramante, tu n'iras jamais. Le monde est aux riches. Il secoua sa tête grise tout à ses souvenirs. Quand j'étais jeune, ils ont écrit en lettres de feu le monde de l'avenir, la science, le confort et des choses nouvelles pour tous. Ah oui, 80 ans, c'est maintenant l'avenir. Est-ce que nous prenons les fusées? Non, nous continuons à vivre dans des taudis comme nos ancêtres. Mes fils, peut-être, dit Bodoni. Non, ni les fils de tes fils, cria le vieil homme. C'est le riche qui peut faire de tels rêves et monter dans les fusées. Bodoni hésita. Vieux Bramante, j'ai mis de côté 3000 $. Il m'a fallu 6 ans pour le faire. Je les ai économisés pour mon entreprise. Je veux les investir dans du matériel. Mais chaque nuit, depuis un mois, je ne dors plus. J'entends les fusées. Je réfléchis. Et ce soir, j'ai pris une décision. L'un de nous ira sur Mars. Ses yeux étaient sombres et il luisait. Crétin, coupa Bramante. Comment le choisiras-tu, celui qui partira? Lequel ira? Si c'est toi, ta femme va te détester, car tu auras été un petit peu près de Dieu dans l'espace. Quand tu le lui raconteras, ton voyage extraordinaire dans les années qui vont venir, est-ce qu'elle ne sera pas dévorée de jalousie? Non, non. Mais si. Et tes enfants? Est-ce que cela remplira leur vie de savoir que papa a pris la fusée pour Mars, tandis qu'ils sont restés là? Tu vas leur donner un de ces travails. Ils rêveront à la fusée toute leur vie. Ils en perdront le sommeil. Ils en seront malades, comme toi actuellement. Ils perdront goût à la vie s'ils ne partent pas. Ne leur impose pas ce but, je te préviens. Qu'ils se contentent d'être pauvres. Dirige leurs yeux sur leurs mains et sur ton chantier de ferraille, pas vers les étoiles. Mais, et suppose que ta famille aille. Quel serait ton sentiment, sachant qu'elle a vu et toi pas? Tu ne pourras plus la supporter. Tu auras envie de l'acheter à l'eau. Non, Bodoni, achète la nouvelle concasseuse dont tu as besoin et fourre tes rêves dedans. Le vieil homme se tut, les yeux fixés sur la rivière, où des images noyées de fusées sillonnaient le ciel. Bonne nuit, dit Bodoni. Dors bien, dit l'autre. Quand le toast sauta hors du grille-pain, Bodoni poussa presque un cri. Il avait passé une nuit sans sommeil. Parmi ses enfants nerveux, à côté de sa femme énorme, Bodoni s'était tourné et retourné, les yeux perdus dans le vague. Bramante avait raison. Il valait mieux investir son argent. Pourquoi le mettre de côté quand un seul membre de la famille pouvait prendre la fusée, tandis que les autres resteraient à se ronger? Fiorello, mange ton toast, lui dit sa femme Maria. Ma gorge est desséchée, dit Bodoni. Les enfants firent irruption dans la pièce. Les 3 garçons se disputaient un jouet en forme de fusée. Les 2 filles portant des poupées qui représentaient les habitants de Vénus ou de Neptune, vertes, avec 3 yeux jaunes et 12 doigts. J'ai vu la fusée de Vénus, lança Paolo. Elle a décollé avec un de ces bruits. Wish, dit Antonello. Taisez-vous, les enfants, cria Bodoni en se bouchant les oreilles. Ils se regardèrent avec des yeux ronds. Il élevait rarement la voix. Bodoni se leva. Écoutez tous. J'ai assez d'argent pour que l'un d'entre nous aille sur Mars. Ils poussèrent des cris. Vous comprenez? Demanda-t-il. Un seulement. Qui? Moi, crièrent les enfants. Toi, dit Maria. Toi, lui dit Bodoni. Et ils se turent. Les enfants réfléchissaient. Que Lorenzo y aille, c'est le plus vieux. Non, Myriam, c'est une fille. Pense à ce que tu pourras voir, dit Maria à son mari. Mais l'expression de ses yeux était bizarre, sa voix tremblait. Les météores comme des poissons.
l'univers, la lune. Celui qui ira doit savoir raconter, et tu sais parler. Toi aussi, objecta-t-il. Ils tremblaient tous. Tenez, décida Bodoni sans enthousiasme. Il arracha quelques pailles à un balai. Nous allons tirer à la courte paille. Il tendit son poing hérissé de brun. Choisissez. Ils prirent une paille chacun, solennellement. Longue, longue, un autre, longue. Tous les enfants avaient tiré. La pièce était silencieuse. Il ne restait plus que 2 pailles. Bodoni sentait son cœur qui lui faisait mal. À toi, chuchota-t-il, Maria. Elle tira. La courte, dit-elle. Ah, soupira Lorenzo, mi-triste, mi-joyeux. Maman ira. Bodoni essaya de sourire. Félicitations. Je t'achèterai ton billet aujourd'hui même. Attends, Fiorello. Tu pourras partir la semaine prochaine. Elle vit les yeux tristes des enfants fixés sur elle avec des sourires sous leurs grands nez droits. Elle rendit lentement la paille à son mari. Je ne peux pas partir pour mars. Mais pourquoi pas? Je vais avoir un nouveau bébé. Quoi? Elle détourna son regard. Je ne dois pas voyager dans mon état. Il lui prit le coude. Est-ce que c'est vrai? Il faut tirer de nouveau. Pourquoi ne m'avais-tu rien dit? Insista-t-il. J'ai oublié. Maria, Maria! Il lui tapota la joue. Il se tourna vers les enfants. On recommence. Paolo tira immédiatement la courte paille. Je vais sur Mars. Il faisait des bonds. Remercie, papa. Les autres enfants se reculèrent. C'était épatant, Paolo. Paolo ne souriait plus en regardant ses parents, ses frères et ses sœurs. Je peux partir, n'est-ce pas? Demanda-t-il en hésitant. Oui. Et vous m'aimerez encore quand je reviendrai? Bien sûr. Paolo considéra le précieux brin de paille dans sa main tremblante. Il secoua la tête. Je n'y pensais plus. Il y a l'école. Je ne peux pas partir. Il faut tirer encore une fois. Mais personne ne le voulait. Il se sentait lourd et triste. Personne n'ira, dit Lorenzo. Cela vaut mieux ainsi, dit Maria. Bramante avait raison, dit Fiorello. Avec son petit déjeuner comme un caillou dans son estomac, Bodoni travaillait dans son chantier de démolition, découpant le métal, le faisant fondre, coulant des lingots. Son matériel se démantibulait. La concurrence l'avait maintenu à la limite de la pauvreté pendant 20 ans. La matinée était bien mauvaise. Dans l'après-midi, un homme entra dans sa cour. Hé, Bodoni, j'ai du métal pour vous. Qu'est-ce que c'est, monsieur Matthews? Une fusée. Ça ne colle pas. Vous n'en voulez pas? Si, si. Bodoni lui saisit le bras et s'arrêta, interdit. Évidemment, ce n'est qu'une maquette. Vous savez bien, quand ils établissent des plans pour une nouvelle fusée, ils construisent d'abord un modèle à l'échelle, en aluminium. Vous pourriez retirer un petit bénéfice si vous la faites fondre. Je vous la laisse pour 2000. Bodoni retira sa main. Je n'ai pas l'argent. Tant pis, je pensais pouvoir vous aider. La dernière fois que nous avons bavardé, vous aviez dit que tout le monde vous battait aux enchères. Je croyais vous passer le tuyau en douce, eh bien. J'ai besoin de nouveau matériel, j'ai économisé de l'argent pour cela. Oh, je comprends. Si j'achetais votre fusée, je ne pourrais même pas la faire fondre. Mon four à aluminium s'est fendu la semaine dernière. Évidemment. Si je vous achetais votre fusée, je ne pourrais rien en faire. Je sais. Bodoni cligna des yeux, les ferma, les rouvrit, et regarda M. Matthews. Mais je suis un fou. Je vais prendre l'argent à la banque et vous le donner. Puisque vous ne pouvez pas la faire fondre, livrez-la-moi, dit Bodoni. Bon, ce soir? Ce soir, dit Bodoni, ce serait parfait. Oui, j'aimerais avoir une fusée ce soir. La lune était levée. La fusée se tenait, grande et argentée, au milieu du chantier. Elle reflétait la blancheur de la lune et le bleu des étoiles. Bodoni la contemplait, et il l'aimait. Il avait envie de la caresser, se coucher contre elle, presser sa joue contre son flanc, lui murmurer tous les désirs secrets de son cœur. Il la parcourut des yeux. « Tu es tout à moi, dit-il. Même si tu ne bouges jamais et si tu ne craches pas les flammes et si tu restes là 50 ans à rouiller, tu es à moi. » La fusée sentait le temps et la distance. C'était comme s'il était entré dans un mécanisme d'horlogerie. Elle avait un fini de montre suisse. On avait envie de la porter dans son gousset. Je pourrais même y dormir cette nuit. Il s'assit dans le siège du pilote. Il toucha un levier. Il se mit à produire une sorte de ronflement, la bouche fermée, les yeux clos. Le ronflement devint plus fort, encore plus fort. Il monta, devint plus haut, plus étrange, plus excitant. Il le faisait trembler, se pencher en avant et se rabattre en arrière, ainsi que tout le vaisseau, dans une sorte de silence rugissant, dans un déchirement de métal. Tandis que ses doigts volaient sur les boutons de commande, le son s'amplifia jusqu'à devenir du feu, une force, une poussée, une énergie qui menaçait de le couper en deux. Il étouffait. Il continua car il ne pouvait s'arrêter. Il ne pouvait que continuer, paupières serrées l'une contre l'autre, le cœur battant la chamade. « Départ !» cria-t-il. Une déflagration le secoua, un tonnerre. « La lune !» cria-t-il, tendu à se rompre. « Les météores !» L'élan silencieux dans l'éclat d'une irruption. « Mars, ô Seigneur, Mars, Mars !»
Il se rejeta sur son siège, épuisé, haletant. Ses mains tremblantes lâchèrent les manettes. Sa tête retomba en arrière avec violence. Il resta là longtemps, respirant à grandes bouffées. Les battements de son cœur s'apaisaient. Très lentement, il ouvrit les yeux. Le chantier de démolition était toujours là. Il resta assis sans bouger. Il regarda un long moment l'amoncellement de ferraille. Puis il sauta sur ses pieds et frappa les leviers de commande. Décolle par l'enfer. Le vaisseau resta silencieux. Tu vas voir. En trébuchant, il sauta à terre, se précipita sur son appareil de démolition, lança le moteur rageur, manœuvra la massive coupeuse, avança sur la fusée. Il s'apprêta avec ses mains tremblantes à déchaîner les marteaux, à écraser, à lacérer ce rêve faux et insolent, cette chose stupide qu'il avait payée de son argent, qui ne bougeait pas, qui ne voulait pas lui obéir. Tu vas voir. Mais sa main s'arrêta. La fusée d'argent luisait au clair de lune. Au-delà, il voyait les lumières de sa maison, affectueuse. Il entendit sa radio jouer un air. Il resta assis une demi-heure à contempler la fusée et les lumières de sa demeure. Ses yeux se rétrécissaient et s'élargissaient. Il descendit de son appareil de démolition et se mit à marcher. En marchant, il se mit à rire. Quand il eut atteint la porte de sa demeure, il aspira l'air profondément et appela. « Maria, Maria, fais les valises. Nous partons pour Mars. »« Oh, ah, je ne puis le croire. Mais si, mais si. » Les enfants se balançaient d'un pied sur l'autre devant la fusée. Ils n'osaient pas encore la toucher. Ils se mirent à pleurer. Maria regarda son mari. « Qu'as-tu fait? Tu as pris notre argent pour cela? Ça ne volera jamais. »« Si, dit-il, les yeux fixés sur la fusée. Les fusées coûtent des millions. As-tu des millions? »« Elle va voler, répéta-t-il. Rentrez tous maintenant. J'ai des coups de téléphone à donner, du travail à faire. Nous partons demain. Et ne le dites à personne. Compris? C'est un secret. » Les enfants s'éloignèrent en chancelant. Il vit leur petit visage enfiévré aux fenêtres de la maison. Maria n'avait pas bougé. « Tu nous as ruinés, dit-elle. Notre argent employé pour cette chose, alors qu'il fallait acheter du matériel. Tu vas voir, dit-il. Sans un mot, elle tourna les talons. Que Dieu m'aide, murmura-t-il, et il se mit au travail. Vers le milieu de la nuit, des camions arrivèrent, livrèrent des colis. Bodoni, en souriant, épuisa son compte en banque. Avec un chalumeau et des pièces de métal, il attaqua la fusée, souda, supprima, lui adjoignit des artifices magiques et lui infligea de secrètes insultes. Il boulonna 9 vieux moteurs d'automobile dans la chambre des machines. Puis il ferma hermétiquement le panneau pour que nul ne pût voir ce qu'il avait fait. À l'aube, il entra dans la cuisine. « Maria, dit-il, je suis prêt à prendre mon petit déjeuner. » Elle ne souffla mot. Au coucher du soleil, il appela les enfants. « C'est prêt. Venez. » La maison resta silencieuse. « Je les ai enfermés, dit Maria. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous tuerez dans cette fusée. Quel genre de fusée est-ce qu'on peut acheter pour 2000 $? Une très mauvaise. Écoute-moi, Maria. Elle va exploser. De toute façon, tu n'es pas un pilote. Et pourtant, je pourrais la faire voler. Je l'ai arrangée. Tu es devenu fou. Où est la clé du débarras? Je l'ai sur moi. » Il tendit la main. « Donne-la-moi. » Elle la lui donna. « Tu vas les tuer. » « Mais non. Si. Oh si. Je le sens. Tu ne viens pas? Je vais rester ici. »« Tu comprendras, alors tu verras, dit-il en souriant. Il ouvrit la porte du débarras. « Venez les enfants, suivez papa. »« Au revoir, maman. » Elle resta à la fenêtre de la cuisine, les suivant des yeux, très droite, sans mot dire. À la porte de la fusée, Bodoni dit « Les enfants, nous partons pour une semaine. Vous devez retourner à l'école et moi à mon travail. » Il les prit par la main à tour de rôle. « Écoutez, c'est une très vieille fusée. Elle ne pourra plus faire qu'un seul voyage. Elle ne volera plus. Ce sera le voyage de votre vie. Gardez les yeux ouverts. »« Oui, papa. » « Écoutez de toutes vos oreilles. Sentez les odeurs d'une fusée. Rappelez-vous. Et quand vous reviendrez, vous en parlerez tout le reste de votre vie. »« Oui, papa. » Le vaisseau était silencieux comme une horloge arrêtée. Le sas se referma en sifflant sur eux. Il les sangla comme de petites momies dans les hamacs en caoutchouc. « Prêt? Prêt, répondirent-ils. « Départ. » Il poussa 10 boutons. La fusée tonna et bondit. Les enfants se balancèrent dans leur hamac en poussant des cris. « Voici la lune !» La lune passa comme dans un rêve. Des météores éclatèrent en feux d'artifice. Le temps s'écoula, serpentin de gaz en ignition. Les enfants trépignaient, détachés de leur hamac. Des heures plus tard, ils se collèrent au hublot. « Voici la Terre. Et voici Mars. » La fusée laissait tomber des pétales de feu rose, tandis que les aiguilles tournaient sur les cadrans. Les yeux des enfants se fermaient. Enfin, ils s'endormirent dans leurs sangles comme des papillons dans leur cocon. « Bon, » murmura Bodoni, seul. Il sortit sur la pointe des pieds de la chambre de contrôle et se tint pendant un long moment d'inquiétude devant le panneau du sas.
Il appuya sur un bouton, la porte pivota, il sortit. Dans l'espace, dans les flots d'encre des météores, dans la distance qui file et dans des dimensions infinies. Bodoni sourit. Autour de la fusée frémissante s'étendait le chantier. Rouillé avec son cadenas qui pendait, il vit la grille de la cour, la petite maison silencieuse, la fenêtre allumée de la cuisine, et la rivière qui s'en allait toujours vers la même mer. Et au milieu de tout ça, la fusée ronronnante agitait les enfants dans leur hamac. Maria se tenait à la fenêtre de la cuisine. Il lui fit un signe de la main et sourit. Il ne pouvait apercevoir si elle agitait la main. Un petit geste peut-être, et un petit sourire. Le soleil se levait. Bodoni rentra vite dans la fusée. Silence. Les enfants dormaient. Il s'attacha dans un hamac et ferma les yeux. Il s'adressa une prière à lui-même, que rien n'arrive à l'illusion durant les 6 prochains jours, que l'espace vienne et s'étire, que Mars la rouge glisse sous la fusée avec ses satellites, qu'il n'y ait pas de coupure dans les films en couleur, que les 3 dimensions se maintiennent, que rien ne détériore les miroirs et les écrans cachés qui fabriquent le rêve, que le temps s'écoule sans anicroche. Il se réveilla. Mars flottait près de la fusée. « Papa !» Les enfants tiraient comme des fous sur leurs sangles pour qu'ils viennent les détacher. Mars était rouge, tout marchait bien, et Bodoni était heureux. Au soir du 7e jour, la fusée cessa de vibrer. « Nous sommes arrivés, dit Fiorello Bodoni. Ils sortirent de la fusée et traversèrent le chantier. Le sang chantait dans leurs veines et leurs yeux brillaient. « J'ai préparé des œufs au jambon pour vous tous, dit Maria de la porte de la cuisine. Maman, maman, tu aurais dû venir, tu aurais dû voir Mars, maman, et les météores et tout. Oui, dit-elle. À l'heure de se coucher, les enfants s'assemblèrent devant Bodoni. Nous voulons te remercier, papa. Ce n'est rien du tout. Nous nous en souviendrons toujours, papa, nous n'oublierons jamais. Très tard dans la nuit, Bodoni ouvrit les yeux. Il sentit que sa femme allongée à ses côtés l'observait. Elle ne fit pas un mouvement pendant un long moment, et puis elle embrassa soudain ses joues et son front. « Tu es le meilleur des pères qui soit au monde, chuchota-t-elle. Et pourquoi ? Maintenant je le comprends, dit-elle, je le vois. Elle lui prit la main, les yeux fermés. Est-ce que c'est un très beau voyage ? Oui. Peut-être, dit-elle, peut-être qu'une nuit tu pourrais m'emmener pour un tout petit tour. Tu ne crois pas ? Un petit, peut-être. Merci, dit-elle. Bonne nuit. Bonne nuit, dit Fiorello Bodoni.